Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle, alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Amy Margaret Reeves est née le 27 novembre 1900 dans la ville de Chertsey, dans le Surrey. Elle vivait avec sa famille dans le petit village de Longcross, qui se trouvait à seulement 20 miles à l'ouest du centre de Londres. Son père, M. Arthur Reeves, travaillait comme jardinier au sanatorium Royal Holloway dans la ville d'Egham, qui se trouvait à environ 5 miles de son domicile. C'était un travail stable, mais le salaire était modeste et la famille vivait sans beaucoup de confort. Une mère nommée Esther s'occupait des enfants et gérait le foyer. Cependant, juste avant Noël, en 1910, la tragédie a frappé lorsque Madame Esther Reeves est décédée. Sa disparition a plongé la maison dans la tristesse et les enfants ont dû affronter chaque jour sans le réconfort constant de leur mère, mais malgré cela, ils ont appris à se débrouiller du mieux qu'ils pouvaient dans un foyer plus calme et plus solitaire. Amy, qui a maintenant 10 ans, fréquentait l'école locale et, comme les autres filles de l'Angleterre du début du XXe siècle, elle apprenait la lecture, l'écriture, l'arithmétique et des matières domestiques qui étaient moins conçues pour les filles, car on s'attendait à ce qu'elles occupent plus tard des rôles au sein du foyer ou dans le service. Le mardi 18 juillet 1911, Amy n'a pas assisté au cours du matin à l'école. Au lieu de cela, elle est restée à la maison pour aider sa sœur Ethel avec les tâches ménagères et, lorsqu'elle eut terminé, elle est sortie jouer dans le jardin. Cependant, vers midi et demi, elle a dit au revoir à Ethel et s'est rendue à l'école pour les cours de l'après-midi. Ethel a observé pendant qu'elle entamait la traversée du Common. La journée scolaire s'est terminée à 16h et les enfants ont commencé à rentrer chez eux. La plupart rentraient en groupe, bavardant et riant en chemin, mais étrangement, Amy n'était pas parmi eux. Lorsqu'elle n'est pas rentrée à l'heure habituelle, sa grande sœur a pensé qu'elle jouait probablement dans les champs. Mais avec le temps, elle s'est mise à s'inquiéter. Se demandant où elle pouvait bien être, Ethel est sortie et s'est rendue aux endroits habituels, où les enfants du coin se rassemblaient. Mais quand elle a demandé aux joueurs dans le champ s'ils avaient vu sa sœur, la réponse fut inattendue et troublante. Ils lui ont dit qu'Amy n'était pas allée à l'école cet après-midi-là. Cette simple déclaration a complètement changé l'humeur d'Ethel. Une légère inquiétude s'est rapidement muée en une profonde angoisse. La prise de conscience qu'Amy n'était pas simplement en retard à la maison, elle avait réellement disparu. Monsieur Reeves est rentré à la maison à 20h30 et a été accueilli par sa fille aînée, qui était alors en état de panique alors qu'elle lui annonçait qu'Amy n'était pas rentrée à la maison. Il resta un instant immobile et silencieux, le sens des mots s'imprégnant encore en lui. Amy n'avait pas l'habitude de rentrer tard, surtout sans prévenir. C'était une enfant calme et fiable, pas du genre à s'éloigner ou à inquiéter. Après quelques instants, il posa ses outils et demanda aussitôt où elle avait été vue pour la dernière fois. Ethel répondit qu'elle avait quitté la maison à 12h30 cet après-midi-là et qu'elle l'avait vue traverser la place commune en direction de l'école. Monsieur Reeves commença immédiatement à demander aux voisins s'ils l'avaient vue, et comme personne ne l'avait vue, il rassembla un groupe d'habitants du quartier, et ensemble ils partirent fouiller les environs. Lanternes à la main, ils ont fouillé les ruelles du village, les bois voisins et le terrain accidenté de la place commune. Ils ont regardé dans les fossés derrière les haies et le long de chaque sentier. Mais à chaque minute qui passait, leur inquiétude grandissait. Vers 22h, M. Arthur Reeves se dirigea vers un petit étang sur Shobham Common qui se trouvait à environ 400 mètres de la maison familiale. L'endroit était connu localement comme un lieu où les enfants allaient aider parfois barboter, et là, sur la berge, il aperçut une paire de chaussures et des bas, soigneusement posés, comme si un enfant les avait enlevés avant d'entrer dans l'eau. Puis il aperçut Amy, face contre l'eau, dans l'étang, la tête parmi les plantes aquatiques. Il la sortit de l'eau, espérant désespérément qu'il restait encore une lueur de vie, un mouvement, un souffle, n'importe quel signe qu'elle pouvait encore être sauvée. Mais il n'y avait rien. Son petit corps froid et sans vie était trempé, sa robe lui collant à la peau, et son visage étrangement immobile. À cet instant, tout espoir l'abandonna. Sa fille bien-aimée était morte. Le père endeuillé, qui pleurait encore la perte de sa femme quelques mois plus tôt, devait maintenant faire face à un nouveau coup dévastateur. La base tranquille de sa vie de famille venait d'être brisée pour la seconde fois. Il l'a déposée sur la berge et a crié à l'aide. D'autres membres du groupe de recherche arrivèrent bientôt et une lanterne fut apportée. À la lueur vacillante, ils virent des signes qui accrurent leur horreur, des ecchymoses et des blessures sur la tête d'Amy, ainsi que de l'herbe piétinée autour du bord de l'étang. Il leur était évident
qu'elle n'était pas simplement tombée dedans. Les autorités furent contactées et des policiers ainsi qu'un médecin arrivèrent bientôt sur les lieux. Lorsque minuit fut passé, le petit corps avait été transporté à la morgue. Le docteur Hodgson a pratiqué l'autopsie. Il a trouvé 3 blessures sur la tête d'Amy, une au-dessus du sourcil droit, une sur le sommet du crâne et une autre à l'arrière. Les blessures n'étaient non pas mortelles, mais ont pu l'étourdir. Il a déclaré qu'il aurait été très difficile de recevoir de telles blessures simplement en tombant dans l'étang, et a suggéré qu'un objet contondant, comme un bâton, aurait pu causer ces blessures. Selon le docteur Hodgson, la mort était probablement due à la noyade. Il y avait eu des rapports d'autres incidents impliquant de jeunes filles dans la région. Edith Neal, une enfant de la ville voisine de Staines, avait disparu après avoir été attirée par un homme inconnu et aucune trace d'elle n'avait encore été retrouvée. Une autre fille, Alice Dawes, avait été agressée sur une route rurale près de Waltham Cross, dans l'Essex. Ces événements, combinés à la mort d'Amy, provoquaient désormais un sentiment d'inquiétude encore plus grand parmi les habitants du district. Au lever du jour, la police a poursuivi son enquête. L'étang lui-même était petit et niché dans un creux parmi les fougères de la lande. Il était familier à tous les enfants du coin et facilement accessible depuis le cottage où Amy avait vécu. Alors que la nouvelle se propageait à Longcross, la peur et la tristesse envahissaient le village. Qu'était-il arrivé à la petite fille et qui avait fait cela ? Les policiers ont rapidement procédé à une arrestation. Un adolescent du coin a été placé en garde à vue, soupçonné de meurtre. Cependant, en raison de son âge, son nom n'a pas été divulgué. L'enquête sur la mort d'Amy était prévue pour le lendemain, le mercredi 19 juillet. Jusqu'à cette date, la police a continué d'interroger les personnes présentes dans la zone et d'examiner les preuves qu'elle avait pu recueillir dans l'étang et ses environs. L'enquête a eu lieu à la mairie de Chertsey où Albert Henry Hampton, âgé de 15 ans, s'est assis dans le box des accusés, un visage familier pour beaucoup dans la ville. Cependant, alors que les spectateurs et la presse s'installaient pour assister à la procédure, le surintendant de police Mears s'est avancé pour annoncer que l'audience se tiendrait conformément à la loi sur l'enfance de 1908 et qu'en conséquence, les membres du public devraient quitter la salle d'audience. Les spectateurs ont réagi par des murmures de surprise et de déception, mais le jeune Albert Hampton est resté impassible, et il n'était pas clair s'il comprenait pleinement la portée de la décision. Lorsque l'enquête a finalement commencé, le surintendant Mears a décrit ce qu'il avait vu sur Shobham Common la nuit où le corps a été découvert. Il a déclaré que l'étang n'était en réalité guère plus qu'une dépression boueuse, mesurant à peine 3,30 m sur 3 mètres et ne contenant pas plus de 23 cm d'eau. Il a ajouté qu'en dessous, il y avait encore 23 cm de boue et de mauvaises herbes épaisses et qu'il y avait des détritus au fond, là où des gens avaient jeté des boîtes de conserve. Regardant droit le jury, il a déclaré que c'est ici que le père d'Amy, M. Arthur Reeves, avait trouvé l'enfant. Le surintendant Mears a alors déclaré qu'il avait examiné son corps et remarqué 3 blessures. Il a ajouté qu'au milieu de l'étang, il y avait un bâton qui dépassait légèrement de l'eau. Il a dit qu'il l'a récupéré et a constaté qu'il s'agissait d'une branche de bouleau d'environ 60 cm de long et que plusieurs mèches de longs cheveux châtain clair qui semblaient provenir d'un être humain étaient incrustées dans l'écorce. Il a expliqué qu'il avait ensuite traversé une lande et coupé une branche d'un bouleau voisin. Il a ensuite présenté les 2 branches à l'enquête, en notant qu'elles se ressemblaient beaucoup et qu'il était évident qu'elles avaient toutes 2 été fraîchement coupées. Le témoin suivant était la sœur aînée d'Amy, Ethel. Elle s'est évanouie pendant son témoignage, interrompant la procédure durant plusieurs minutes. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle a déclaré que ce matin-là, elle avait vu Albert Hampton et Amy ensemble dans le jardin. Elle a dit qu'ils avaient fait un petit feu, placé des briques autour, puis fait bouillir de l'eau. Elle a ajouté qu'Albert était souvent dans leur jardin, car son oncle et sa tante habitaient à côté. Elle a parlé d'une voix douce, mais a réussi à dire que, autour de midi, Amy était rentrée à l'intérieur pour prendre un morceau de pain et du beurre, puis était allée à l'école vers 12h30. Elle a dit qu'entre 2h et 2h30, elle avait revu Albert remontant le chemin du jardin, l'air légèrement troublé, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle a dit qu'il lui avait alors demandé si elle travaillait encore et lui avait dit qu'il s'était endormi sous un pommier et qu'il se rendait maintenant chez sa tante pour emprunter du thé. La salle d'audience était étrangement silencieuse pendant son témoignage, chaque oreille tendue pour saisir ses paroles alors qu'elle racontait les événements de cet après-midi-là. Elle a dit qu'Albert est revenu environ 30 minutes plus tard, tenant toujours le bâton, et a plaisanté avec elle à propos de l'aider avec un champ de pommes de terre.
Ethel a ajouté que pendant leur conversation, il n'a jamais été question d'Amy, car elle avait supposé que sa sœur était simplement retournée à l'école. Mademoiselle Reeves a déclaré connaître l'accusé depuis de nombreuses années, ayant été à l'école ensemble. Bien qu'il ait récemment déménagé à Chobham, il revenait fréquemment à Long Cross. On lui a ensuite demandé quelle était l'importance de l'étang, et elle a répondu qu'aussi loin qu'elle s'en souvienne, les enfants allaient toujours à la mare en été, mais que ces dernières années, elle était devenue boueuse et désagréable, donc elle n'était plus aussi populaire qu'avant. Le surintendant Mears lui a demandé si elle avait vu quelque chose dans les mains d'Albert Hampton ce jour-là, ce à quoi elle a répondu que oui, il portait un bâton fraîchement coupé. Les questions à mademoiselle Ethel Reeves ont continué, et lorsqu'on lui a demandé si elle avait vu quelqu'un d'autre cet après-midi-là, elle a répondu que oui. À un moment, entre 1h et 1h30, un homme vêtu de vêtements de travail, qu'elle ne connaissait pas, est venu à la maison et a demandé un verre d'eau, qu'elle lui a ensuite donné. Elle a dit qu'il lui avait expliqué qu'il cherchait du travail et qu'il se rendait à Fairview, une maison en construction en face de l'école. Elle a mentionné qu'il était arrivé à vélo. Lorsqu'on lui a demandé, par le contremaître du jury, comment l'homme qui avait demandé de l'eau était habillé, elle a répondu « comme un ouvrier ordinaire ». Madame Martha Stevens a également témoigné. Elle était l'épouse de M. John Stevens et la tante d'Albert Hampton, et elle habitait à côté des rives. Elle a déclaré qu'elle avait vu Amy brièvement vers 10h du matin le jour de sa disparition. Elle a ajouté qu'elle avait été surprise de voir son neveu, mais il lui avait dit qu'il cherchait du travail. Madame Stevens a déclaré qu'elle n'avait entendu aucun cri ni aucun bruit de détresse ce jour-là, et qu'elle n'avait vu personne porter un bâton. Les yeux baissés, évitant de regarder le tribunal, elle a ajouté qu'Albert avait été garçon de maison pour le Major Parry au village pendant 1 ou 2 ans, mais avait dû arrêter quand ses parents ont déménagé à Chobham. Il travaillait occasionnellement pour mademoiselle Winch, effectuant surtout des petits boulots. Elle a décrit son neveu comme étant doux de nature et a précisé qu'il n'avait jamais montré le moindre signe de mauvaise humeur envers elle. Elle a expliqué que son père était très malade et que sa mère, bien qu'encore en vie, avait été gravement souffrante. Elle a dit qu'Albert chantait dans la chorale de l'église et qu'il assistait régulièrement aux offices à Long Cross. Elle a insisté sur le fait qu'il avait toujours été amical avec Amy et ses frères et qu'il était connu pour jouer facilement avec les enfants du village. Madame Stevens a conclu en disant qu'à sa connaissance, il n'y avait jamais eu de dispute entre Albert et la famille Reeves. L'inspecteur Pike a aussi témoigné. Il a raconté comment il était arrivé sur les lieux, vers 11h15, lorsque le corps de la petite fille avait déjà été sorti de l'eau et placé sur la berge. Il a dit que ses bottines et ses bas étaient soigneusement posés sur le côté, et bien qu'elles ne soient plus dans l'étang. Ses vêtements étaient saturés de boue et d'eau. Il a dit que, non loin de là, il y avait des signes qu'un bouleau avait été récemment coupé. Alors, il a ramassé une poignée de copeaux frais, en dessous, et a noté que l'arbre se trouvait à environ 200 mètres de l'étang. L'inspecteur a ajouté qu'une recherche plus approfondie l'a conduit à un abri à bois derrière la maison de Madame Stevens, l'oncle d'Albert Hampton dont la propriété était voisine de celle des Reeves et qu'à l'intérieur, appuyée contre le mur. Il a trouvé une hache avec des feuilles collées à sa lame. Il affirma que les feuilles correspondaient à celles trouvées autour de l'étang où le corps d'Amy fut découvert. Il a ensuite déclaré que plus tard dans la nuit, ses agents avaient retrouvé Albert marchant à Chobham et que, lorsqu'il lui avait dit qu'il l'arrêtait en lien avec la mort de la jeune Amy Reeves, le garçon avait répondu « Je suis sûr que ce n'était pas moi, monsieur ». L'inspecteur a également déclaré qu'au poste de police, lorsque les charges ont été officiellement lues, la seule réponse qu'Albert Hampton a donnée a été un non discret. Alors que la première journée de l'enquête touchait à sa fin en raison de son âge, le tribunal ne savait pas où Albert devait être détenu. Mais il a finalement été décidé de l'emmener à la prison de Brixton en attendant la suite de la procédure. En chemin, Albert a dit aux agents qu'il ne tenait en fait pas de bâton de boulot le 18 juillet, le jour où Amy Reeves a été tuée. Il portait un bâton de cerisier qu'il avait taillé lui-même et il a même indiqué aux agents l'endroit où il l'avait laissé. L'enquête a repris le mardi 25 juillet, exactement une semaine après qu'Amy ait été tuée. Son père était assis calmement dans la galerie tandis qu'Albert Henry Hampton, qui n'était qu'un garçon de 15 ans, était assis sous la surveillance des gardes, observant les débats avec peu d'expression. Albert Reeves, le frère d'Amy, âgé de 12 ans, fut le premier témoin de la journée. Il a déclaré à la cour que le 18 juillet, il était allé à l'école avec sa petite sœur Winnie et était rentré à la maison vers 12h45.
Il a dit qu'en s'approchant de la maison, il avait remarqué Albert Hampton debout dans le jardin de sa tante, puis après le déjeuner, il l'avait revu et il semblait assez agité, observant tout ce qui se passait à l'extérieur. La police avait maintenant retrouvé l'homme qui avait frappé à la porte des Rives pour demander un verre d'eau. Il s'appelait William Scamell, un peintre de la ville d'Egham. Monsieur Scamell a pris la parole et a déclaré qu'il s'était rendu à Longcross à la recherche de travail et comme il faisait chaud ce jour-là, il s'est arrêté chez les Reeves vers 13h40. Il a vu une jeune femme qu'il sait maintenant être Mademoiselle Ethel Reeves. Il a déclaré s'être rendu dans une maison en construction en face de Longcross Hill, mais avoir été renvoyé, alors il est reparti vers Egham. Il a dit qu'en y allant à vélo, il a croisé John Tabor et a dépassé un homme dans une charrette à charbon. Il a dit que c'était l'un des seules personnes vues. Le docteur George Hodgson, médecin légiste de la police, a déclaré au tribunal qu'en arrivant à l'étang, il a trouvé Amy Reeves, 10 ans allongé sur la berge. Il a dit qu'après l'avoir examiné brièvement, son corps a été transféré à la morgue de Chertsey, où il a pratiqué une autopsie avec le docteur Vinny. Il a déclaré que le visage de la fillette était pâle, sa langue légèrement sortie entre ses dents serrées, et que ses mains tenaient encore des herbes aquatiques. Il a mentionné avoir trouvé de la boue dans sa bouche, sur ses dents et sur le côté droit de son visage et de sa tête. Il a souligné que malgré l'absence de marques sur son corps, il a trouvé des ecchymoses et des égratignures sur ses jambes. Sur sa tête, il y avait 4 blessures, une au-dessus du sourcil droit qui exposait l'os, une autre à l'arrière de la tête d'environ 6 cm de long, une troisième qui était une lacération sur le front et une quatrième à la base du crâne. Selon le docteur Hodgson, ces blessures s'étaient étourdi l'enfant mais n'étaient pas mortelles en soi. Selon lui, Amy Reeves s'était noyée. Flora Batchelor, voisine des Reeves, est ensuite arrivée. Elle a déclaré qu'elle avait vu le jeune Albert Hampton, le matin du jour de la mort d'Amy, porter ce qu'elle a décrit comme un bâton solide. Elle a dit qu'il avait noté que c'était un bâton de cerisier, mais qu'il ferait une excellente matraque. Le coroner est alors intervenu en expliquant qu'au tribunal qu'une matraque était un bâton court et épais, généralement en bois, qui est souvent utilisé comme arme et peut être manié facilement d'une seule main. Le fait qu'Albert ait affirmé que c'était un bâton de cerisier était assez étrange, car c'était un bâton de bouleau qui avait été retrouvé planté debout dans la boue de l'étang, là où le corps d'Amy avait été découvert. Madame Flora Batchelor fut suivie à la barre par le professeur Pepper, un médecin légiste du ministère de l'Intérieur. Il avait examiné le bâton retrouvé sur les lieux avec des mèches de cheveux incrustées dans l'écorce. Il a affirmé que la couleur des cheveux était châtain clair, comme ceux d'Amy. Il a déclaré devant le tribunal qu'à son avis, la jeune fille se tenait probablement dans l'étang lorsque quelqu'un l'a frappée à plusieurs reprises, en succession rapide, et que la violence de l'attaque l'avait fait tomber dans l'eau où elle s'est noyée. Plusieurs autres témoins ont rapporté avoir vu Albert Hampton dans la région ce jour-là. Selon certains, il aurait dit chercher un emploi. D'autres croyaient qu'il ne faisait que traverser le village. Tous ont remarqué qu'il portait un sac de voyage en tapis jeté sur l'épaule, qu'il ne semblait jamais poser à aucun moment. Tous ont dit que son attitude était généralement calme, bien que quelques-uns aient remarqué qu'il semblait hésitant et incertain, comme s'il ne savait pas où il allait ou ce qu'il était censé faire. Les journaux ont rapporté qu'Albert Hampton avait dit à la police qu'il avait vu un homme descendre sur la lande et qu'il en avait parlé à sa tante. Apparemment, la police lui avait demandé à quoi ressemblait l'homme et il avait répondu que c'était un homme plutôt grand. À cause de cela, Madame Stevens a été rappelée à l'enquête et le coroner lui a demandé si son neveu lui en avait parlé. Elle a confirmé que oui et a précisé que c'était un peu avant 14 heures, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas vu l'homme elle-même. Le coroner a alors dit au jeune Albert Hampton qu'il pouvait choisir de témoigner sous serment, mais l'a averti que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé comme preuve contre lui. M. Arnold, représentant le garçon, a déclaré que son client ne témoignerait pas. Dans son résumé, le coroner a déclaré que le seul lien matériel entre Albert Hampton et le meurtre était un bâton de bouleau avec des cheveux humains attachés retrouvés près du corps. Il a expliqué que Ethel Reeves avait déclaré que le garçon portait un bâton de bouleau, mais qu'un autre témoin avait dit que lorsqu'elle l'avait vu plus tard, il portait un bâton de cerisier, ce qui correspondait au type de bâton qu'Albert Hampton avait dit avoir coupé puis jeté. Le coroner a rappelé au jury que la police avait retrouvé le bâton de cerisier à l'endroit où il avait dit l'avoir laissé et avait également confirmé qu'une branche de cerisier avait été fraîchement coupée. Le coroner a fait remarquer que si Albert Hampton était coupable, il semblait peu probable qu'il ait attiré l'attention sur le bâton de manière aussi ouverte.
Le coroner a déclaré qu'Albert Hampton avait fait des déclarations contradictoires sur sa localisation ce jour-là, mais ses tantes soutenaient son affirmation d'avoir vu un homme sur la lande. Le coroner a déclaré qu'il n'y avait apparemment pas de mobile. Albert Hampton était ami avec la famille Reeves, et surtout avec Amy. Si quelqu'un d'autre avait fait cela, quel aurait pu être son mobile ? Il n'y avait aucun signe d'agression indécente, et le coroner a suggéré que quelqu'un aurait pu aller à l'étang pour prendre de l'eau, voir l'enfant, et pour une raison inexpliquée, l'attaquer. Mais il a souligné que ce n'était qu'une possibilité. Il a rappelé au jury que, même si les preuves circonstancielles peuvent être solides, elles doivent être évaluées avec soin. Après 25 minutes de délibération, le jury est revenu. Albert Hampton attendait nerveusement le verdict du président du jury. Il déclara que le jury avait conclu que Amy Reeves avait été assassinée volontairement, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour dire qui en était l'auteur. Malgré le verdict, Albert Hampton n'était pas totalement libre. Il restait en détention et fut renvoyé à la prison de Brixton pendant que l'enquête se poursuivait. Cependant, le lendemain, il a été autorisé à rentrer chez lui après qu'une caution de 25 livres ait été payée. Puis le vendredi 4 août 1911, à la suite de nouvelles enquêtes policières, Albert Henry Hampton fut libéré. La police a poursuivi son enquête, mais n'a pas réussi à trouver l'auteur des faits, malgré des efforts considérables, y compris la surveillance et des entretiens avec des témoins potentiels. L'enquête a mené à une impasse. Le manque de preuves concrètes et la nature insaisissable du suspect rendaient de plus en plus difficile pour les autorités de réaliser des progrès significatifs. L'affaire est restée ouverte, mais au fil des mois qui se sont transformés en années, les chances de la résoudre ont considérablement diminué. Bien que sa vie soit désormais assombrie par le soupçon, Albert est resté dans le Surrey. Dans les années qui ont suivi, alors que l'Europe était plongée dans la Grande Guerre, Albert s'est engagé dans l'armée britannique, rejoignant le 4e hussards avant d'être déployé avec le corps expéditionnaire britannique. Au front, il a fait preuve d'une résilience remarquable. Et le 7 juillet 1917, il a été blessé au combat, les 2 jambes touchées, la droite plus gravement. Son courage n'est pas passé inaperçu, et il a reçu la médaille de conduite distinguée. Cette reconnaissance fut un tournant pour lui. Le soldat courageux, autrefois assombri par les murmures et les doutes, avait désormais par ses actions pendant la guerre retrouvé sa réputation, gagnant respect et admiration sur le champ de bataille, plutôt que la suspicion dans la vie civile. Personne d'autre n'a jamais été jugé pour le meurtre de la petite Amy Reeves, âgée de 10 ans, et ce qui lui est réellement arrivé le mardi 18 juillet 1911 reste inconnu. L'affaire demeure officiellement non résolue. Au revoir à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.